Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais a priori vous avez dû le voir, les médias sociaux ont envahi notre petit écran. Le hashtag est devenu la zone de commentaires en direct des émissions de télé. Pour moi, et avec Benjamin, quand on en a parlé, on trouvait ça intéressant d'avoir un retour d'expérience d'une marque comme SFR par exemple. Vous allez voir sur ce qu'ils ont fait sur le Stade de France, et de deux chaînes de télé, iTélé et France O, et le tout animé. Alors je vais l'appeler le danseur du PAF. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, vous irez voir une émission qui s'appelle Le Ring sur France O, je ne sais pas si elle est encore en replay, mais en fait, il dansait sur Stromae au deuxième plan. Voilà, vous regarderez. C'est Damien Douani, bien entendu, qui est notre intervieweur de choc tous les ans. Je le remercie encore et toujours pour ça. Notre première table ronde sera donc animée par Damien sur la Social TV. Jingle. Voilà, nous avons 3 personnes qui... Alors, petite correction, en fait, il n'y a pas 2 chaînes de télévision, mais il y a plutôt une agence qui a travaillé pour une chaîne de télévision. Il va tout expliquer, on va voir ça dans quelques instants. Je vais vous les présenter par ordre d'apparition. Enfin, ils vont se présenter, mais je vais les annoncer plutôt. On va commencer par là, parce que c'est toi qui as le micro, Mickaël. Mickaël de iTélévision, je t'en prie. Bonjour à tous. Moi, en fait, chez iTélé, je m'occupe de la partie activité numérique de la chaîne. Donc en gros, ça concerne à la fois iTélé.fr, les applications mobiles, la HBB TV, donc ça c'est plus la partie téléconnectée, j'en dirai un mot tout à l'heure, et évidemment la présence sur les réseaux sociaux, et on détaillera pourquoi effectivement on est sur Facebook, Twitter, Instagram, et pourquoi on n'est pas potentiellement sur Pinterest et Google+. Ça rejoint un petit peu l'analyse de Flavien tout à l'heure, donc voilà. Parfait, si vous voulez le tweeter pendant la conférence, @dj__Mike. Nous avons Julien. Bonjour Julien. Bonjour, donc moi je suis le directeur de l'agence Bigger Than Fiction. On travaille avec des chaînes de télévision, des producteurs de télévision, et en fait on les accompagne sur le web afin qu'ils puissent engager les discussions avec leurs audiences télé, mais sur le web au travers de dispositifs originaux. Donc je ne suis pas une chaîne, je travaille avec des chaînes. C'est extraordinaire. Et donc il s'appelle @Julien avec un 3 à la place du E sur Twitter si vous désirez lui parler pendant la conférence. Et enfin Nicolas. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai l'impression d'être un peu aux alcooliques anonymes aujourd'hui. Je travaille dans une petite PME qui s'appelle SFR et je suis en charge des opérations spéciales sur les réseaux sociaux et des relations avec les influenceurs digitaux. Et il s'appelle @Nicolas Mouton. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions pendant leurs interventions, vous pouvez soit classiquement lever la main, pour les moins timides, ou pour ceux qui n'osent pas, vous posez la question et en mettant dièse RFD bien sûr, et moi j'ai tout sous les yeux et je pourrais les prendre à la volée. Vous savez, c'est pour éviter le côté genre on n'a plus le temps à la fin pour poser les questions. Donc comme ça on les prendra à la volée si vous en avez, n'hésitez surtout pas. Voilà, on va commencer par ordre d'apparition justement, on va commencer avec toi Mickaël sur le cas iTélévision. Donc iTélé est une chaîne, pour ceux qui la connaissent. Alors c'est une chaîne du groupe Canal+. Du groupe Canal+, qui est une chaîne d'actualité, d'actualité continue, d'information continue. Et vous avez une activité effectivement assez particulière. Vous avez une activité qu'on pourrait quasiment qualifier de bimédia, avec Twitter notamment et les réseaux sociaux en général, et l'antenne. Oui, tout à fait. En fait, moi je suis arrivé chez iTélé, ça va faire bientôt 2 ans. Et l'objectif, c'était effectivement de reprendre l'activité numérique au sens large, parce que c'était un chantier qui n'était pas forcément pris en compte par la rédaction, qui avait du coup une vision très antenne. Et quand je suis arrivé, il y avait à la fois une notion de devoir remettre les outils à plat, à la fois la présence sur iTélé.fr, essayer de faire en sorte que les applications soient un peu plus up-to-date par rapport aux usages que les gens font des smartphones iOS et Android. Et également sur les réseaux sociaux, on avait une présence qui était très très faible par rapport au nombre de personnes qu'on peut toucher chaque jour. Grosso modo, pour vous donner le détail, en fait sur iTélé, c'est 7,5 millions à 8 millions de personnes qui regardent la chaîne chaque jour.
de 6h du coup à minuit et demi en direct, en tout cas 5h depuis la nouvelle rentrée. Et sur le web, on était en octobre 2012, on avait 25 000 fans Facebook et quelque chose comme 56 ou 57 000 followers Twitter. Donc par rapport à d'autres médias, c'était vraiment quelque chose qui était très très faible. Donc l'objectif, c'était d'essayer de reprendre en main tout ça, de définir une stratégie éditoriale, d'effectivement de se rapprocher peut-être de ce que font parfois des pure players sur la tonalité, sur l'engagement qu'on développe sur ces réseaux, et effectivement sur la conso vidéo, on le verra tout à l'heure. Je ne sais pas si du coup j'ai accès. Alors justement, est-ce que si tu veux mettre tes slides, on peut les avoir et tu peux picorer dedans. Alors je me tourne vers la technique, si elle veut bien mettre les slides de Michael sur l'écran. Comme ça, il y a certaines choses intéressantes à les picorer dedans, certains chiffres. Mais tu peux continuer pendant oui, que continuer. Le temps que, voilà. Alors en gros, sur l'équipe web au sein d'ITélé, on est en fonction des actualités qu'on va traiter, on est entre 8 et 12 personnes, sachant que on a vocation à être sur le même temps que l'antenne, c'est-à-dire que à chaque fois qu'ITélé est en direct, vous avez forcément quelqu'un qui s'occupe du web, que ce soit sur le .fr, sur les applis ou sur les réseaux sociaux, avec pour objectif d'aller construire une deuxième vie pour chacun des contenus qu'on produit pour la chaîne, potentiellement de tirer le fil, et c'est ce qu'on verra une fois que j'aurai une partie de mes slides, toute la dimension d'essayer de raconter l'histoire différemment, de trouver des formats narratifs un peu innovants et un peu, encore une fois, proches des gens, même si ça fait un peu poncif comme ça, mais effectivement, le truc qui était reproché aux chaînes info, c'était d'être un peu comme un robinet qui va, entre guillemets, cracher de la dépêche AFP et avoir un côté très froid, très didactique sur les choses. Là, l'idée, c'est véritablement de rendre la chaîne plus humaine, d'avoir un peu plus de proximité et de du coup créer une préférence par rapport à nos concurrents directs, comme par rapport à d'autres chaînes, et de faire que du coup on peut s'informer tout en étant dans une optique d'avoir un peu à la fois de l'entertainment, de l'échange avec la chaîne, avec ses journalistes, et avec ses community managers. Alors justement, comment vous faites? Vous avez plusieurs espaces, Facebook, Twitter, d'autres peut-être. Ouais, en fait, c'est quoi? C'est comment ça fonctionne? Comment s'organiser les rédactions? Très brièvement, et quelle est la mécanique pour animer tout ça? On voyait tout à l'heure, juste avant, que les community managers n'étaient pas forcément des gens qui travaillaient 24/7, mais dans ton cas, peut-être. Alors, oui, en fait, notre cas est un peu particulier. C'est-à-dire que déjà, nous, on n'a pas de community manager attitré dans la mesure où on estime, en tout cas moi j'estime, et la rédaction le voit aussi comme ça, c'est que, en gros, comme on produit un contenu journalistique, on va partir du principe que c'est le journaliste qui produit ce contenu-là qui va l'emmener comme si c'était en gros son bébé qui fait naître sur les réseaux sociaux, dont il va s'occuper. Donc il va aller jusqu'au moment où il partage sur Facebook et Twitter la news en tant que telle, et il va aller ensuite potentiellement soit commenter au nom d'ITélé sur Twitter ou sur Facebook le contenu que lui-même a produit, si jamais un internaute par exemple demande des détails ou demande une certaine correction. Merci. Magie de la technologie, vas-y, essaye de voir si ça marche aussi loin. Bien sûr que non. Si, c'est bon. Extraordinaire. Alors je vais vous passer, je vais passer là-dessus, comme ça vous avez les infos principales. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, l'idée c'est que parfois on s'est retrouvé à plusieurs reprises dans des situations où on avait des actualités à couvrir, sauf que à la fois ITélé était peut-être déjà parti en boucle de nuit, c'est la fameuse boucle que vous avez de minuit et demi à 5h. Et effectivement, je prends l'exemple par exemple de la Malaysia Airlines qui s'est passé un vendredi à 1h du matin. Donc pour vous donner un peu comment ça s'est passé en pratique, on a reçu du coup un push de CNN qui nous disait que la compagnie avait perdu la trace de l'avion avec le nombre de passagers à bord, etc. Donc là, du coup, moi j'ai appelé, je sais que Flavien, ça va le faire crier, mais j'ai appelé du coup une collègue qui s'est permis avec moi de gérer cette information-là sur Facebook et sur Twitter de 1h à 5h du matin. Et notre objectif, ça c'est ce que j'ai dans une autre slide que je vais vous passer tout de suite. En fait, l'objectif, ça a été de à la fois animer les comptes sociaux, voilà, c'est de nourrir le breaking news, et on savait que le samedi matin, l'antenne, elle prend à 7h, grosso modo, en direct. Et l'idée, c'est qu'on a voulu volontairement essayer de créer un package d'infos, à la fois des photos qu'on avait retrouvées, des témoins qu'on avait identifiés, qui étaient des Français potentiellement en Malaisie, et qui pouvaient du coup témoigner tout de suite le matin en direct. Et on avait une prise antenne qui était directement dans le breaking news, et ça nous a fait gagner des points par rapport à d'autres chaînes info type BFM, qui du coup n'étaient pas du tout dans les clous au moment où les gens du coup attendaient cette information-là. J'ai une question de Christophe Bergamini qui me demande combien faut-il de personnes pour alimenter de 5h du mat à minuit? Alors aujourd'hui, on est une équipe staffée de la manière suivante, c'est qu'on couvre effectivement 6h à minuit et demi en direct, et on a donc 3 personnes
qui font un travail qui est assez dense, c'est-à-dire qu'ils produisent les sujets, ils les publient en ligne, ils les partagent sur les réseaux sociaux et ils gèrent aussi tout ce qui est dimension de live tweet sur Twitter, forcément c'est sur Twitter de toute façon, effectivement on a donc 3 personnes, une personne qui arrive de 6h et qui part à 14h, elle a une personne qui est la seconde à partir de 8h parce que la matinale c'est un peu notre prime à nous, et effectivement à 17h on a une personne qui prend la suite jusqu'à minuit, et donc là qui va, je dirais, animer toutes les émissions de débat le soir, puisqu'on est plus dans un temps qui va nous permettre de décrypter, de faire un point sur la journée, etc. Donc là les 2 exemples que vous avez sur les imprimes écrans, c'était la disparition du vol MH370 et la partie sur une explosion qui avait eu lieu à Harlem dans un immeuble. Et là, l'idée, c'est qu'on a été chercher sur Twitter des photos, des témoignages, des tweets de journalistes qui étaient sur place. Et Twitter, la puissance que ça nous donne quand on l'utilise correctement en termes de veille, c'est qu'effectivement, on peut être aussi rapide que des médias qui sont très locaux pour le coup. Donc ça devient des sources. C'est un des points que je pense qu'on va aborder ensuite sur la dimension de fact-checking. Mais en gros, on essaye, souvent on nous reproche que Twitter a 2 ou 3 heures d'avance sur la télé, sauf que Twitter, en tout cas les gens qui retweetent des sources, ont cet avantage de connaître déjà ces gens-là. Donc nous, on a besoin de fact-checker la source, on a besoin d'être sûr que la même photo est potentiellement partagée et vérifiée par un certain nombre de journalistes. Donc c'est ce qui peut justifier ce temps-là, je dirais, de latence. Alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tous les cas, parfois, je dirais que le web prend le pas sur l'antenne d'un point de vue breaking news, et dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui frétille sur l'engagement qu'on génère sur Facebook et Twitter, du coup, on va aller voir la rédaction. Et ça, c'est juste la slide. Celle-ci, en fait, on va aller voir la rédaction en chef, qui va en fait déterminer s'il y a un intérêt à traiter le sujet, à le passer à l'antenne, qui le raconte, comment, est-ce qu'on a de l'image, est-ce qu'on a de la photo, est-ce qu'on a juste une personne qui vient en plateau décrypter. En tous les cas, tout ça se fait de concert. Il te reste encore quelques minutes. J'ai une question par rapport au fameux stagiaire de e-télévision. Oui. Il faut juste que je retrouve le tweet. J'allais poser la question, je ne sais pas si du coup... voilà, il faut juste que... Voilà, c'est Nicolas Anderbiest qui pose la question. Est-ce que la série Le stagiaire d'e-télé a encore frappé fou les boules, ou au contraire sert la chaîne au niveau notoriété? Je suis pas certain. Comment tu as retourné le truc? Comment tu as géré le truc? Je vais y venir. Justement, du coup, mes slides sont pas forcément dans le bon ordre, mais parce que j'ai cette partie-là. En fait, le stagiaire e-télé, c'est venu, je pense, d'un constat qui est assez facile à faire, c'est-à-dire que comme on a une culture de chaîne de télé, il faut comprendre aussi que l'information qu'on traite, elle est beaucoup parlée et plutôt traitée de manière phonétique. Et c'est vrai que le shift à faire entre la partie très rédactionnelle et la partie très télé, parfois peut générer, de toute façon l'erreur est humaine, et par ailleurs on dit que e-télé est peut-être plus humaine que certaines autres chaînes d'infos, pardon. Donc en gros l'idée de tout ça, c'est de dire, alors évidemment il y a des fautes qui ne sont pas forcément pardonnables, mais je ne pense pas que ça serve à la notoriété. En revanche, ça a été un levier pour nous, pour effectivement créer de la préférence sur le thème Le Stagiaire, et de s'en amuser par l'ouverture d'un Tumblr, alors qui s'est fait avant toutes les boulettes qui ont été faites et qui ont été racontées autour du stagiaire télé. Mais en gros, l'idée de ce Tumblr, c'était de dire, finalement, on lit toutes vos mentions Twitter. Parfois, les gens avaient l'impression qu'ils parlaient un peu dans le vide. Mais en gros, on lit tout, on répond parfois, et en tout cas, on sélectionne les tweets les plus humoristiques. Donc là, vous avez quelques imprimes écrans de ces différents jeux de mots. Et en fait, ce Tumblr, aujourd'hui, il a à peu près 300-400 abonnés. Donc c'est pas énorme pour le coup, mais à chaque fois qu'on a soit une situation où les gens se gossent un peu d'une actu qu'on a pu traiter, on essaye de tourner, j'ai cet exemple-là par exemple, qui est un petit, on a appelé ça le PS4 Gate, je sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Pour le coup, c'est moi qui ai fait la boulette, puisque j'ai été chercher une photo d'une PlayStation qui n'était pas du tout la PlayStation 4. Donc j'ai eu tous les trolls jeuxvideo.com, etc. Alors c'est même pas des trolls, parce que pour le coup, c'est vrai que la photo, en fait j'ai trouvé la photo très esthétique, sauf que les gens du jeu vidéo, et en l'occurrence PlayStation France, nous a répondu. Donc qu'est-ce qu'on a fait? En gros, au bout de 30 minutes, on a compilé tous les mèmes, les photomontages qui étaient en train de troller la chaîne. Et en fait, on en a fait un post pour dire qu'on était désolé et qu'effectivement, on avait déconné sur la photo, et que du coup,
ça permettait de jouer aussi avec les internautes. Et pour la plupart, ils nous ont salués en disant effectivement là, belle réaction. Et donc là, c'est plutôt un boulot de CM pur. Donc c'est pris en charge par moi et par une collègue qui travaille avec moi sur la partie contenu web. Et c'est plus tellement un boulot de journaliste au sens premier du terme. Mais en tous les cas, ça nous a servi à ça. On va juste un dernier exemple. Oui, un dernier exemple. Je vais juste vous passer ce tweet ici. Voilà. Et savoir si du coup il y a quelque chose qui va tilter quand vous allez le lire. En fait, ça correspond un peu à toute la démarche relationnelle et d'interaction qu'on est en train de monter sur Twitter et Facebook en l'occurrence. Alors ça, pour le coup, tout le monde a suivi le clash Rof Booba. J'imagine que déjà, c'est pas forcément pour vous dans l'ADN d'ITélé de parler de ce genre de choses. On n'en a pas fait des tonnes à l'antenne. En revanche, on savait que c'était un sujet qui prenait sur les réseaux sociaux. Alors avant ce tweet-là, pour le coup, on avait évidemment traité de cette information de manière très formelle, etc., en reprenant des dépêches AFP, en reprenant les gens qui étaient sur place de notre service police-justice. Et en fait, on s'est dit, là, du coup, tous les médias sont dessus, tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu, comment on peut faire pour parler à la communauté, aller traiter toucher la niche directement des gens qui aiment le rap français, qui aiment soit l'un, soit l'autre, ou qui aiment pas du tout et qui, du coup, trouvent la chose complètement hors de propos. Et donc, la réaction des gens, ça a été très simple. En fait, on a touché des gens qui ont du coup tilté sur l'URL, forcément, puisque c'est la punchline Booba anti-Rof. Et donc, dans l'esprit, on a touché des gens qui ne suivent pas le compte iTélé, qui du coup ont donné de la puissance à ce compte-là. Et je vous ai juste noté tout en bas le nombre de clics que ce Bitly a généré. Donc 6400, sachant qu'en général, une actu sur Twitter qui est partagée par iTélé, pardon, elle fait entre 300 et 400 clics quand elle marche. Et là, par ailleurs, on a eu une actu qui a traîné sur 7-8 jours, sachant que généralement les liens sont morts, je dirais, au bout de 3-4 heures, donc c'est pour ça qu'on s'amuse à les rejouer. Mais là, on a vraiment eu quelque chose qui a généré une longue traîne sur Twitter. Donc ça, c'est ce qui nous a permis d'être plutôt réactif sur le sujet et plutôt drôle aux yeux des gens qui suivent ce type de sujet. Justement, je rebondirai sur une dernière question, celle de David Bonhomme, qui demande qu'est-ce que c'est qu'un bon taux d'engagement pour une publication sur Facebook et est-ce que iTélé sponsorise certaines news? Alors non, iTélé ne sponsorise rien du tout, on n'achète pas de fans, on est plutôt pour le coup pas forcément dans la course aux followers parce que de toute façon ce ne sera pas possible d'aller chercher, alors j'ai évidemment Le Monde à l'esprit, mais pour le coup d'autres comptes médias sont beaucoup trop en avance sur nous d'un point de vue volume, donc en fait on va aller travailler la communauté en profondeur. Et sur le cas de Twitter, ce qu'on fait, c'est que on va générer plus de densité dans les messages, on va être beaucoup plus représentatif de l'actu, on va être beaucoup plus dense, et on sait comme ça que du coup on va faire sortir du compte un certain nombre de gens qui sont finalement intéressés par l'actu de manière, je dirais un peu le matin, le soir, mais pas au fil de la journée. Et pour le coup, on a gardé sur notre compte Twitter uniquement des gens qui sont pour le coup des férus de l'info et qui ont besoin, dès qu'une actu sort, d'être le premier à retweeter, d'être le premier à en parler à ses communautés. Donc généralement, on a effectivement eu dans cette démarche-là le fait de travailler plus la qualité que la quantité. Voilà. Très bien, merci Mickaël. On pourrait y passer encore plus de temps. Mais le temps nous est compté. On reviendra s'il y a des questions qui t'ont été posées en direct sur Twitter aussi, donc tu pourras y répondre directement. On va passer à Julien. Alors Julien donc s'occupe d'une société qui s'appelle Bigger Than Fiction, qui pareil, alors on va les mettre les slides, qui arrivent a priori. Et donc Bigger a travaillé notamment sur un projet avec France O, pas seulement, mais avec France O sur une série qui s'appelait Cut. Ouais, tout à fait. Olivier Daube, que je salue s'il nous regarde ou s'il entend parler de nous, en fait est venu nous chercher alors que la série n'était pas encore écrite. Et c'est ce qui est assez intéressant, c'est un petit peu le fil rouge de la présentation, c'est que on est arrivé dans le projet, on était encore à l'étape de ce qu'on appelle les arches narratives, c'est-à-dire qu'on ne savait pas encore comment l'histoire allait être articulée sur les semaines, et ça nous a permis à nous de faire du consulting sur une stratégie web en fait autour de ce programme et vraiment d'intégrer ces éléments de mécanique virale dans l'ADN de la série. Voilà, alors la télécommande elle est là, pardon, ça ne marche pas encore par la pensée. Donc ouais, c'est pour
C'est quoi Ça marche? Non? Oui. Lève-toi alors, Je vais tout me petit lever, peu. Voilà, là, mets-toi là, tu tu vois. vois. Mets-toi dans la lumière. Ah, la technologie. Oui, Voilà. ça marche. Pour meubler, j'ai une petite question, si vous avez 10 secondes. Allez-y. Moi, je vois bien le truc sympa de mettre des gens en 3-8 pour Qui c'est qui alimenter parle? des... Il est là, le monsieur. Ah, pardon, merci. Pour alimenter des réseaux sociaux. Moi, je voudrais savoir combien ça coûte à une chaîne, combien ça coûte de produire ce type de contenu, et comment vous le valorisez. Alors, Excusez mon côté radin, mais... Non, c'est une bonne question. On va commencer par là. Oui, bien Vas-y. sûr. Alors, l'enveloppe globale, je ne l'ai pas exactement. Je crois qu'on est, on est à moins de 10% du budget de la série. C'est une série qui coûte à peu près 2 millions d'euros. Donc, je crois qu'on est autour des 150 000 euros. C'est un projet qui a été aidé par le CNC. Et donc, en fait, votre question revient à pourquoi une chaîne comme François va mettre autant d'argent dans un dispositif assez ambitieux. On va le voir, c'était ambitieux. La raison, c'est qu'en fait, François, c'est un challenger, c'est la dernière chaîne de la TNT, et ils ont besoin de se faire remarquer de la part d'un jeune public, et donc ça, ils l'ont fait sur le web, et ils ont aussi besoin sur une série comme Cut, donc on va le voir, c'est 70 épisodes, de créer de la fidélité. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez déjà suivi un feuilleton qui dure sur celui-là 12 semaines. Il faut être fidèle, il y a un rendez-vous. Le rendez-vous, c'est tous les soirs. Et si je pars en vacances, j'ai donc loupé une semaine, je pourrais très bien me dire j'ai loupé le fil de la série, je ne vais plus rien y comprendre. La série, en gros, est partie sans moi, donc j'abandonne. Nous, l'idée sur le web, c'était bien l'objectif de François, c'était de les intégrer en fait à la narration et leur dire l'histoire elle continue sur le web, donc finalement vous loupez un épisode, vous n'avez peut-être pas finalement loupé tant que ça. Donc c'était un outil de fidélisation. Est-ce que ça répond à la question? Oui, la question est peut-être aussi pour Mickaël, il va y répondre. Ouais, alors très rapidement en fait, moi je vais pas vous dire forcément combien ça coûte parce que j'ai pas tous les détails. En revanche, je sais que le numérique pour iTélé, c'est plus le fait qu'il faut y être en tant que chaîne info et par rapport à la présence qu'on a sur la télé, on peut pas se permettre quand la télé s'arrête de se dire que les gens vont finalement aller s'informer ailleurs sur d'autres applis, sur d'autres médias. En revanche, là où nous on va essayer de creuser, c'est que pour le coup, effectivement, le web chez nous c'est plutôt un centre de coût, donc autant aller axer les choses sur l'innovation, sur des choses qui peuvent nous faire à la fois prendre des parts de marché ou aller préempter des sujets. Je pense notamment à la télé connectée, je pense à iOS 7 puisqu'on était la première appli news vidéo en Europe à être lancée quand iOS 7 a été lancé, ce qui nous a valu pendant un mois d'être dans la première appli news en France à être la plus téléchargée. L'impact que ça a eu, c'est qu'effectivement les gens se sont dit tiens, iTélé finalement c'était pas une stratégie pour eux d'être absent du web, et c'est justement le cas c'est ce qu'on veut faire en sorte de faire comprendre aux gens. Julien, vas-y, à toi, parce qu'on va être encore un peu juste au niveau du temps, on va déjà déborder, je le dis à Christophe. Donc oui, c'était la slide d'introduction. Donc nous sommes une social TV agency. Donc comme je le disais, on travaille aussi bien pour des programmes télé que donc pour des producteurs et des chaînes. L'idée c'est cette problématique nouvelle. Vous avez entendu peut-être parler de la social TV. C'est que les chaînes ils fassent quelque chose ou pas, le public est sur le web pendant la diffusion d'un programme. Et plus les programmes vont être événementiels, on le voit très bien avec la Coupe du Monde en ce moment, c'est-à-dire que là Twitter est en train de faire ses records historiques en France avec la Coupe du Monde et même dans le monde globalement. La télé profite beaucoup des événements live, Miss France, Energy Music Awards, sport, et en fait voilà, c'est une démarche globale d'aller rencontrer le public sur le web. Alors vas-y, je t'en prie pour nous expliquer en quelques mots Cut.
Donc Cut est une série diffusée sur France O, elle a été diffusée l'année dernière, c'est 70 épisodes de 20 minutes, c'est une cible plutôt jeune. L'histoire raconte en fait l'aventure qu'un fils et sa mère vont avoir en fait donc à La Réunion. Jules, le personnage que vous voyez au central, au milieu de la photo, se retrouve en fait entre sa mère et son grand-père. C'est des problématiques d'héritage, de vengeance, etc. C'est un drame, hein. Je vous invite à aller le découvrir. Et en fait, voilà, quand nous on a lu les arches narratives, on s'est dit mais ce personnage central, il y a un truc assez spécial, c'est qu'il sait à peu près tout. Il va être le confident de et la mère et le grand-père, et pourtant il ne dit pas grand-chose à la télé. Il est devenu ce qu'on appelle notre personnage passeur. C'est-à-dire que c'est lui qui est l'ambassadeur de l'histoire. C'est lui qui fait le lien entre le public et la fiction à la télévision sur le web. C'est un personnage qui est devenu donc crucial pour nous. C'était donc à tel point crucial qu'il est le sujet du web. Alors Cut avait un peu c'est une première mondiale. Ce que vous voyez là, c'était la première fois que c'était fait à la télévision. C'est que Jules donc tweet dans chaque épisode, il prend une photo, il réalise un contenu, comme on le voit là souvent hors champ, c'est-à-dire qu'il va prendre la photo de quelque chose que l'on ne peut pas voir à la télévision. Ça ne gêne pas la narration, c'est pas très grave quand on est le public de ne pas voir ce qui a été pris en photo, mais ce qui est important, c'est que le public sache que cette photo, il va pouvoir la retrouver en live sur le Facebook de Jules. Et ça, c'est ce qu'indique la petite notification en bas de l'écran. On a donc utilisé les codes de Facebook, on reconnaît très facilement que ça correspond à Facebook, et donc le public savait qu'il pouvait retrouver en direct le contenu. En fait, pour répondre à la question, si elle avait été posée précédemment, donc sur l'achat organique ou pas de fans, nous, on a fait du 100% organique. C'est-à-dire qu'on s'est dit, notre objectif, c'était de transformer l'audience télé en fan Facebook. On s'y est pris donc de deux manières différentes. On a fait ce qu'on appelle des call to action, ce sont des bandes annonces dans lesquelles Jules nous invite à aller le retrouver sur Facebook. Et donc, comme je viens de le dire, il y avait ces notifications à l'écran. On a capté 500 nouveaux fans par jour pendant les 6 premières semaines de la diffusion de la série. Et on observait des pics de croissance de la page Facebook au moment de la diffusion de ces call to action ou des bandes annonces. Donc on est vraiment convaincus, on a fait le test, ça marche. Quand vous intégrez Twitter de façon naturelle dans la narration, dans le propos du programme, le public comprend très bien ce qui se passe, et parce que vous lui avez fait une vraie proposition. La proposition, c'est retrouve le contenu que je viens de prendre en photo à la télé, et ben le public y va et a plaisir à interagir avec le personnage. Donc sur Cut, sur le travail qu'on fait là, ok, c'est de la narration, c'est sur une série de 70 épisodes, c'est assez particulier, mais il y a vraiment des enseignements que nous on a fait, on est des community managers, on a retiré quelques enseignements de cette expérience. Déjà, c'est le fameux avant, pendant, après. Donc c'est vrai que quand on parle de community management, d'expérience connectée, on parle souvent du avant, pendant, après, c'est très important. Préparer, accompagner et récompenser la connexion, l'adhésion avec un contenu. Les 3 heures qui précèdent la diffusion d'un programme sont cruciales aujourd'hui pour le monde de la télévision. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le phénomène de machine à café, donc tu regardes quoi ce soir, etc., plus le phénomène du programme Téléstar, en tout cas à l'époque, je ne vais pas citer de marque, mais bref, c'était comment le public faisait pour chercher son divertissement du soir, mais il y avait des moyens qui étaient ceux que je viens de citer. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont complètement bouleversé le jeu. On le voit avec HBO, qui est qualifié HBO et Game of Thrones, qui est qualifié la série la plus web, parce que les auteurs révèlent petit à petit que la série a été écrite pour faire buzzer la série, pour faire travailler les fans sur le web entre les épisodes. Nous, c'est exactement ce qu'on a fait avec une quotidienne. Donc, des contenus
publiés 3 heures avant la diffusion de l'épisode, qui sont des contenus teaser. Ce sont des vrais teasers. On va en fait donner des infos, des éléments d'histoire, narratifs sur l'épisode à venir. Donc, c'est-à-dire que on va vraiment faire référence à ce que le fan a vu dans le dernier épisode, et on va tout simplement le teaser, lui donner envie d'aller voir l'épisode. Pourquoi 3 heures avant? Pour que le message qui est publié fasse effet. Ça veut dire, moi je suis fan de Cut, je vais voir un bouquet de fleurs, je me dis, pour qui, quelle fille Jules va-t-il récompenser de ce cadeau et de ces émotions, et ben en fait, pendant ces 3 heures, je vais partager le contenu. J'ai des amis qui vont me dire, mais c'est quoi cette fleur que tu viens de partager sur ton profil? Et là, en fait, le fan va devenir ambassadeur du programme, parce qu'on sait que la télévision, c'est plus fun quand on est plusieurs. Et quand je dis plusieurs, c'est pas forcément des tweetos que je ne connais pas, ce sont mes amis. C'est-à-dire que ce qui est quand même plus fun, c'est de parler avec ceux que j'aime du programme qui a créé des émotions pendant la soirée, donc chez moi. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on faisait des contenus références dans les 3 heures qui suivaient, pour justement servir de prétexte à l'utilisateur, aux fans, pour qu'il puisse s'exprimer, parler de sa passion auprès de ses amis. Donc les contenus qu'on diffusait étaient un vecteur de communication. Tu peux peut-être montrer des exemples d'échanges? Des exemples d'échanges? Non. Oui, non. De discussions entre les fans. Je crois c'est un petit peu compliqué de montrer. Ah d'accord, bon, c'est un peu compliqué. Ok, très bien. On a fait du community management, justement. Comment on fait pour arriver à 50 000 fans? Alors, on a 50 000 fans sur Facebook. Ce n'est pas la plus grosse page sur un programme télé, mais l'audience de France O est pas très loin du chiffre que je viens de vous donner. On est sur la TNT, c'est la chaîne qui est numéro 21. Les audiences ne sont pas connues, mais ce qu'on sait, c'est que 50 000 fans d'un programme avec une audience modérée comme celui-là, c'est très très bien, c'est un super bon score. Et ce qui est assez fort, c'est que on sait que les fans sont des spectateurs, puisqu'on les a vus arriver sur la page Facebook pendant la diffusion de la série à l'écran. Donc on a amené ce qu'on appelle un community management organique, qui était donc basé sur des sponsored stories. C'est super important. Nous, on raconte des histoires. Et ces histoires, on veut qu'elles soient passées, en fait, aux amis. Et donc, on a travaillé un format qu'on appelle justement les sponsored stories de Facebook. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce format-là, mais c'est qu'on va s'assurer que le fan, ainsi que ses amis, voient le contenu qui a été publié par notre page. C'est-à-dire qu'on ne va pas cibler en achat média des gens qui sont fans de Plus belle la vie ou Sous le soleil. On aurait pu le faire, c'était plutôt pertinent comme idée. Sauf que nous, on a voulu vraiment amplifier, supporter l'écriture que je viens de vous décrire. Donc du coup, on fait la promotion sur ceux qui sont déjà nos fans et qui nous aiment. Et les exemples d'affiliation, c'est quoi ? Parce que je voyais juste derrière, affiliation, IO, etc. Ouais, alors affiliation, on a travaillé avec certaines célébrités. On a fait des contenus bonus, donc des contenus, des storylines qu'on ne trouvait que sur le web. Par exemple, Jules est quelqu'un qui danse, qui chante. C'est un peu un beau gosse, comme vous pouvez le voir en haut de cet écran. Et on a travaillé ça à fond. Donc du coup, Sébastien Capgras, qui est donc l'acteur qui interprète Jules, a fait un duo au piano avec Ayo à la Bellevilloise. Et Ayo, c'est du contenu bonus, quoi. Ouais, et bonus. Surtout la technique d'affiliation, c'est que Ayo a posté la vidéo sur son compte Facebook et son compte Twitter. Elle a 1 million de fans. Donc du coup, on est allé chercher l'audience de célébrités, d'influenceurs sur le web qui étaient dans la même cible. On s'est dit, les gens qui aiment Ayo peuvent totalement aimer Jules. Et donc voilà, on a fait ça avec Youssoupha, avec Fred Mussa, qui est la star de Skyrock, parce que le milieu hip-hop, c'était plutôt connect. Il nous reste quelques secondes, enfin quelques minutes, si tu veux. Ouais, bah, je vais passer vite fait alors du coup à un autre projet. Je parle un peu de Tokyo. Tokyo au choix, ouais, vas-y. Je parle de Défi des bâtisseurs, puisque ça vous concerne un petit peu. C'était un documentaire qui racontait l'histoire de l'érection de la cathédrale, de la façade de la cathédrale de Strasbourg. Arte et Sepia, donc le producteur du documentaire,
télé, 90 minutes, diffusé en décembre 2012, sont venus donc nous voir pour nous dire on a envie de créer un dispositif web intelligent, transmédia, qui va être à même en fait de créer un événement autour de la diffusion télé. En gros, nous on a compris par là, aller chercher le public sur le web, informer le vrai public du programme sur le web afin que celui-ci se prépare à la diff télé. Et puis derrière ça, il y avait l'objectif de générer des ventes DVD, VOD. Le documentaire n'était pas un hit programmé de la chaîne, mais ils avaient l'instinct qu'il y avait un public et que ce public était peut-être difficile à informer, mais qu'on pouvait les solliciter. On a donc créé un web documentaire qui s'appelle donc le défi des bâtisseurs, lui aussi. L'idée était que ce webdoc nous plongeait à la fin du documentaire. Dans le documentaire, le narrateur finit en disant « c'est quand même dommage qu'il n'ait pas fini cette cathédrale de Strasbourg, il lui manque une tour ». Nous, en fait, on a raconté l'histoire d'un architecte aujourd'hui qui est missionné par son boss pour réfléchir à l'étude de la construction de la seconde tour de la cathédrale. Ce qui est totalement faux, c'est impossible. Une greffe architecturale n'aura jamais lieu à Strasbourg. On a lancé le buzz sous forme d'un peu un canular, quoi. Voilà, les gens l'ont repris, on rigolait avec en disant la seconde tour de la cathédrale de Strasbourg, c'est génial, c'est drôle. Et ça a fait qu'on a eu donc sur l'ensemble des sites plus de 700 000 visiteurs uniques. Et là, Nicolas, je prends ton temps. Donc voilà, juste pour expliquer en quelques secondes la stratégie derrière ça, c'est la vraie stratégie de community management. C'est se dire, on lance un blog 3 mois avant dans lequel on raconte le making-of du projet, on prépare un webdoc, on va inviter des blogueurs et des influenceurs à la bêta du webdoc afin qu'ils puissent parler du webdoc sur leur blog qui sont suivis par des fans de l'architecture, de l'histoire franco-allemande, du e-tourisme, du transmédia, des webdocs, etc. Donc les fans potentiels du documentaire. Ceux-ci vont aller jouer au webdoc et du coup le samedi soir au repas de famille j'ai joué un super webdoc, papy tu devrais adorer, c'est sur l'histoire de la cathédrale de Strasbourg, et du coup on a touché papy sans téléstar, sans les moyens classiques, sans publicité traditionnelle, juste par le buzz, le bon vieux buzz sur le web. Merci Julien, et on va finir, je suis désolé Christophe, on va un tout petit peu quand même prendre le temps pour Nicolas, mais tout ça est très passionnant, il y a plein de questions justement qui tombent en même temps, c'est pour ça. Nicolas Mouton de SFR, vous avez fait autre chose justement dans une logique d'interaction. On se voit. Pardon ? On se vous voit. Ah oui, pardon, excuse-moi, c'est l'effet plateau de télé. Tu as fait donc une mécanique de tweet, on va le voir, tu vas nous l'expliquer plus simplement que moi, mais une logique avec justement un sujet qui est à l'ordre du jour, qui est l'équipe de France. C'est ça. Et c'est là où tu te dis que le format IT Night avec 1 minute par slide, ça peut nous sauver la vie parfois. Voilà. Alors, je vais essayer de me détacher des slides, c'est vraiment pour se guider, je suis pas fan des slides. Et je retiens juste 2 choses super intéressantes de ce qu'a dit nos amis, Julien Michael. C'est vrai que chez Michael, la question finalement, c'est pas combien ça coûte, mais c'est le nombre de clics qu'on peut générer. Parce que chez Michael, c'est vrai que 400 clics, quand il dit que ça a bien marché, pour certains, ça peut paraître comme complètement dérisoire. On va le voir chez moi, ça va pas être des 4 millions de tweets non plus. Et donc la vraie question, c'est combien de clics ça peut générer finalement, combien d'engagements, et pas forcément combien ça coûte. Et généralement, on voit aussi que les dispositifs les plus malins sont souvent les moins coûteux. Et dans le cas de Julien, ce qui est super intéressant, j'aime beaucoup, enfin, je me permets, excusez-moi, je me fais un peu... Vas-y, on a commencé à se voyer, mais on se tutoie, ça fait très Michel Drucker, je t'en prie. C'est vrai que chez Julien, et nous, faut qu'on se batte tous là-dessus quand on parle d'e-réputation, c'est que finalement, ces sujets-là, c'est des sujets qui fonctionnent encore mieux quand ils sont pensés digitaux à la base. C'est ce qui fait la force finalement. C'est pas une web série c'est pas une série où on s'est dit comment est-ce qu'on l'a fait en web et comment est-ce qu'on l'a fait en digital ou en communautaire. C'est au contraire, c'est un dispositif qui est avant tout digital et communautaire qu'on l'a monté en série finalement à la fin. C'est ce qui a fait son succès encore plus. Donc voilà. Merci beaucoup, passez une très bonne journée. Non, on n'a pas tout à fait fini. Alors la Coupe du Monde 2014. Ouais, on est SFR, ça fait 15 ans qu'on est partenaire de l'équipe de France, et chaque année, comme tout le monde, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait pendant les matchs de l'équipe de France, et tous les 4 ans on se dit mais qu'est-ce qu'on fait pendant la Coupe du Monde. Et cette année, il y a 2 nouveaux enjeux, notamment grâce à la montée en puissance de Twitter par rapport à il y a 4 ans, puisqu'on peut le voir derrière, c'est un événement, la Coupe du Monde, qui est maintenant beaucoup plus social et beaucoup plus mobile qu'avant.
C'est des chiffres qui font peur. Je me suis fait opérer des yeux, mais je ne suis toujours pas mes lunettes. Mais 28% de croissance mensuelle de la volumétrie des conversations sur la Coupe du Monde sur Twitter, ce qui est assez impressionnant. 56% des utilisateurs se disent influencés par le contenu sur Twitter. Donc en gros, on s'est dit, si on allait sur Twitter, ça pouvait être pas mal. Et sur les usages pendant la Coupe du Monde, effectivement, bon, ça a pondéré parce que c'est des chiffres qui sont quand même issus de Twitter, mais 79% vont regarder la Coupe du Monde en groupe, et 85% des Français prévoient d'utiliser un second écran. On s'est dit qu'on avait peut-être une carte à jouer entre Twitter et le second écran. Ça tombe bien, en plus on est opérateur téléphonie, et on s'est dit qu'on pouvait être dans notre métier si jamais on restait là-dessus. On a monté un dispositif qui s'appelle Je POC les Bleus. Je vais passer très rapidement parce que Christophe et Damien vont me tuer. Le dispositif, c'était, on s'est dit, nous, on est partenaire de l'équipe de France, il faut qu'absolument on puisse être dans nos métiers d'opérateur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va inciter les gens à poker les Bleus. Donc à leur envoyer des messages d'encouragement. Jusque-là, c'est pas d'autres le font aussi, même si c'est pas leur métier. Je pense au Crédit Agricole, par exemple, où ça a été difficile aussi de se dire mais pourquoi une banque qui est partenaire de l'équipe de France est légitime pour aller passer un message à part des données bancaires. Ils sont pas là, hein, non? Non, ils sont pas là. Ok. Donc à part un relevé de compte ou leur dire qu'ils sont à découvert, enfin c'est un peu plus difficile du coup. Alors nous, on s'est dit qu'on avait vraiment une carte à jouer sur le fait d'envoyer des messages aux Bleus. Donc ça, ce que vous voyez, c'est ce qu'on avait fait sur Facebook. On incitait les gens à envoyer des messages et SFR, du coup, leur passer le message. Donc JPLB, donc on a mis un hashtag dédié qui s'appelle JPLB. Ça passe par Facebook, une application sur le portable des joueurs aussi. Ça veut dire qu'on a donné un téléphone à chaque joueur de l'équipe de France avec une application pour qu'ils puissent lire tous les messages que les gens allaient leur envoyer et y répondre via des likes notamment ou en direct directement ou en direct depuis le téléphone qu'on leur a donné. Et en plus, on s'est fait plaisir en invitant quelques IRP, quelques blogueurs, quelques influenceurs, et même des membres de la communauté SFR, donc ça veut dire des gens du forum SFR, des gens du Twitter et de Facebook, à un dîner avec l'équipe de France. Ils étaient comme des dingues. Ils ont couru partout avec leur maillot pour le faire signer à tous les joueurs pendant toute la soirée avec Clairefontaine. Enfin, c'était super sympa. Et on s'est dit qu'il manquait vraiment un levier social, une activation sociale. Et finalement, même, c'est là où on s'est dit comment est-ce que ce dispositif social peut être au centre de toute notre démarche de Je POC les Bleus. Donc on a fait une innovation real-time social, comme on dit, avec l'opération Live Panoting. Et c'est ça que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, enfin. Alors ça, c'est juste ça, c'est les messages que les gens... et les likes des joueurs. Et les likes des joueurs ici, oui, tout à fait. Mais c'est pas ça, la vraie l'innovation. Non, c'est pas ça. Qui fait waouh. Mais non. Voilà. Donc Live Panoting, c'est quoi? C'est un relais de l'opération avec un Vine. Donc on parle de format ici. Ça peut vous aider parce que effectivement, le but c'est qu'on s'aide mutuellement ici aujourd'hui. On a fait un Vine de 6 secondes qui présentait tout le dispositif en disant encourager les Bleus et SFR leur passe le message. On a été encore plus loin en disant non seulement on leur passe le message, mais les Bleus vont faire 3 matchs de préparation avant de partir au Brésil. Et vous savez, vous avez tous regardé un match de football un jour. Oui. Ouais. Vous êtes mort ou tout va bien? C'est ça. D'accord, rassurez-moi. À quel moment je vous ai perdu? Non mais en fait, il y a encore des gens derrière, dont c'est vrai. Bon, vous avez tous regardé un match, il y a tous des panneaux. Le Philippe Duo. Vous avez tous vu les panneaux qui sont tout autour du terrain, et on s'est dit, mais en fait c'est un peu bête, à chaque fois on met des messages en disant on est les meilleurs, on est les plus beaux, on est les plus forts, même si c'est vrai. Et là on s'est dit, si on faisait autre chose, c'est-à-dire que si on leur passait vraiment le message au bleu à ce moment-là. Et donc ça a donné une opération Live Panoting, où on disait aux gens, non seulement on leur passe le message, mais en plus on va les diffuser autour du terrain. C'est pour ça que... c'est pour ça qu'ils ont perdu ce qu'ils disaient les messages en fait. Alors je sais pas où est-ce qu'ils ont perdu, mais je veux bien. Au contraire, ils n'ont pas perdu. Enfin, si ça peut être grâce à nous qu'ils ont marqué 8 buts contre la Jamaïque, ça serait un grand honneur. Donc la promesse c'était vraiment ça, avec différents dispositifs. On pourra parler des leviers plus tard si vous voulez. En termes de coût, pour le monsieur qui est là-bas, là-haut dans le noir, on avait notamment acheté le training topic sur les différents matchs, pour que c'est le seul achat qu'on ait fait pour éviter de faire de la sponsor un peu nulle part, mais se dire les gens vont tous être sur un carrefour d'audience qui va être le training topic sur Twitter lié à l'événement, donc Fraja ou quelque chose comme ça. Et on s'est dit nous on voudrait l'acheter.
pour pouvoir mettre le contenu qu'on souhaite dessus et du coup installer le dispositif. Et donc là, la mécanique, c'était donc comment étaient remontés les tweets, comment ça fonctionnait, comment ça apparaissait. C'est là où j'ai envie de dire merci la technique et vive la vidéo. Est-ce qu'on peut envoyer la vidéo? Ah ouais. Ah génial. Ah ouais, c'est belle. Allez les mecs, on y croit. Non, dans l'autre sens. Mais attends, regarde. Alors faut aller vers la droite. Hop. Ouais. On y est. On pourra repasser aussi. 5 secondes, les messages vont passer directement sur le bord du terrain. Et donc on les retrouve directement sur le bord du terrain depuis la régie. En tout, il y en a près d'une 60aine qui vont être diffusées tout au long de la rencontre. Et ça pendant les 3 rencontres de matchs préparatoires. Le but, c'est que SFR passe le message au bleu. Et là, vous avez les CM qui étaient juste en train de péter un câble pendant tout le match. Moi, je m'éclatais au bord du terrain, mais alors eux, c'était vraiment pas facile. Parce que comme tu disais, Damien, en fait, c'est là où toute l'intelligence en fait, est située dans cette salle-là. C'est-à-dire que c'est à peu près entre 1500 et 3000 messages par soir qui tombaient, qu'il fallait trier avec le hashtag JPLB plus SFR, qu'il fallait trier, modérer, corriger les fautes d'orthographe. On est sur Twitter. C'est ce que j'allais dire, oui, corriger les fautes d'orthographe, oui. C'est ça. Ensuite, les faire valider par le chef des CM, que moi sur le terrain ça m'aille, et que la FFF les valide aussi, qui était avec nous au bord du terrain. Donc, et tout ça en temps réel. Et ça, c'était sportif. Et donc ça veut dire qu'on recevait les messages à 20h03, qu'à 20h05 ils étaient modérés, triés, classés et mis en liste de diffusion, et qu'à 20h08 ils passaient au bord du terrain. Donc ça, c'était super compliqué à gérer. Et c'est là où l'innovation, tu vois, c'était vraiment le real-time social, c'est-à-dire que... Allez-y, hein, faites-vous plaisir. Mais tu vois, sur la table ronde de la CLTV, finalement, ce qu'on a voulu faire à cette occasion-là, c'est pas important d'avoir eu 3000 tweets, 5000 tweets, 10 millions de messages, 3 millions d'expositions. C'est pas ça qui compte. C'était la première fois que les gens pouvaient tweeter depuis leur ordinateur ou leur mobile avec leurs amis autour de la télé, en regardant le match, qu'il y avait toute une équipe derrière qui bossait comme des dingues pendant les 3 matchs, à essayer de tout trier, et que ça diffusait tout de suite sur le terrain, et que les gens le voyaient à la télé tout de suite derrière. Et finalement, on a essayé de passer une étape en plus, au-delà de CLTV. C'est bien d'envoyer ces tweets pour pouvoir voter pour une nouvelle star, c'est déjà super bien. Mais il n'y a pas ce rendu de l'expérience en direct, finalement. Et ça, on a réussi à le faire, on est super fiers. C'est la première fois au monde que ça se faisait. Nike l'avait fait, mais avec des messages à froid, à l'occasion du match Manchester-Liverpool en UK, et ils avaient mis en fait des messages au bord du terrain, mais c'est des messages qui étaient déjà enregistrés au préalable, qui n'étaient pas vraiment réels. Et ce que je racontais hier soir, ce qui est drôle, c'est comment est-ce qu'on voit que ça marche bien. C'est qu'il y a quelqu'un qui nous a envoyé un tweet en disant toute la Martinique est avec l'équipe de France. Et donc nous, on a trouvé le message super sympathique, donc on l'a mis au bord du terrain. Et surtout, moi, ça me tient à cœur parce que je trouve toujours que les dom-toms sont un peu bypassés des différents moments de télé. Donc ça me tenait à cœur, on l'a mis sur le terrain, Martinique, machin. Le message à ce moment-là, parce que pendant que tout le monde criait pour les buts de l'équipe de France, nous on criait à chaque fois que la caméra de TF1 faisait un plan large et qu'on voyait le tweet. Donc on était ouais. Et à chaque fois qu'il y avait un ralenti, on tirait la gueule parce que du coup c'était pas nous qu'on voyait. Donc, et donc on voyait le tweet de la Martinique qui passait. Et à ce moment-là, il y a eu un vrai bon plan large, qui est passé. Je sais pas si on peut repasser, donner sur mes slides ou pas, juste pour voir les screenshots. Et donc le tweet de Martinique passe à la télé, bon plan large, et derrière, dans la foulée, on a quoi? Le Berry, la Bretagne, le Limousin, la Réunion, les Antilles. Non-région du talent. Exactement. Et c'est là où tu vois l'interactivité vraiment, puisque ça veut dire que les gens ont vu le message à la télé et se sont dit waouh, ok, c'est bon, nous aussi on veut y aller, et ils ont commencé à tweeter avec. Donc voilà. Donc, ah bah ça c'était express. Faut que je parte ou quoi? On y était. Ah bah de toute façon il va falloir qu'on finisse. Hein. Okay. Je suis bien désolé. Moi on était bien là tous les 3, enfin tous les 4. Mais il va falloir qu'on finisse. Voilà. Là on voit le message.
Si on a encore 30 secondes, est-ce qu'on a le droit de voir la vidéo ou pas qu'on n'a pas vu tout à l'heure, Yed, puisque ça fonctionne. Dans tous les cas de figure, je vous remercie d'abord, messieurs. Pour tout ça, moi, ce que je constate juste, c'est que tout ça, ça demande une organisation implacable, que ce n'est pas de l'improvisation, que même si ça paraît être à chaud, c'est un travail vraiment derrière on va dire de structuration de l'ensemble, qu'il faut être sur le vif, qu'il faut des gens qui aient du recul, qui aient la capacité de comprendre, qui aient la capacité de réagir et de la bonne manière, de savoir détourner un pseudo bad buzz pour pouvoir savoir exploiter aussi des choses qui peuvent être intéressantes à être dites, savoir rebondir sur un personnage imaginaire, savoir lui créer une vie, etc., etc. Donc c'est un vrai beau travail de la part des community managers et de ces 3 sociétés. Est-ce qu'on a juste le temps de voir en fini Jules et on va rendre l'antenne, comme on dit en télévision. Merci beaucoup, messieurs. Mes excuses à Philippe Duhaut, juste derrière, à qui on a mangé un tout petit peu de temps. Et si vous avez envie de continuer à poser des questions, continuer la conversation, vous les retrouverez autour de la table tout à l'heure pour le déjeuner. Merci beaucoup. Attends, Damien, je vais être sympa. Une question. Ah, bah, vas-y. Allez, Pierre-France, de rue 89 Strasbourg. Je t'ai réveillé. Merci, bon, c'est vrai qu'on va faire très très vite. Alors moi j'ai une question pour Michel Jovanovic. Vous avez dit que dans vos opérations sur les réseaux sociaux, vous aviez réussi à impliquer les journalistes de la rédaction. Quoi? C'est vrai? Vous avez réussi ça? Alors expliquez-nous juste comment vous avez fait ça, et si vous pouvez nous dire par exemple si c'est inclus dans leur mission en type de contrat de travail, parce que je sais que c'est des négociations très difficiles dans tous les médias, et puis quel est le pourcentage des journalistes qui participent vraiment? Merci. Alors j'avais une slide sur le sujet, mais je vais le faire comme ça en live. En gros, aujourd'hui, on a une rédaction qui correspond à peu près à 150 journalistes, plus tous les correspondants en région et les correspondants à l'étranger. Aujourd'hui, on a une liste de journalistes ITélé qui est d'ailleurs accessible par le compte Twitter de la chaîne, qui correspond à peu près, on a potentiellement entre 140 et 150 journalistes qui sont sur Twitter. Alors ils ne le font pas tous de manière assidue, et ils ne le font pas tous dans un domaine ou dans une recherche de la relation conversationnelle avec les gens. Nous, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on a identifié au sein de la rédaction à la fois les expertises, on a été chercher les journalistes, on leur a dit, plutôt que de ne penser qu'à passer à l'antenne, il y a aussi une manière de raconter les choses avant, pendant, après, et de découper l'information, encore une fois, avec de la photo, avec des tweets, avec potentiellement des infos ITélé ou des infos exclusives qu'on peut avoir, mais qui ne sont pas forcément suffisamment denses pour permettre... Alors, si je peux avoir le petit bip... En fait, c'est la slide juste avant. Voilà. En fait, l'idée, c'est qu'on s'est dit, c'est une manière de promouvoir leur travail, promouvoir les contenus qu'ils produisent. Et en fait, on a un peu un principe d'obsolescence programmée sur la chaîne d'infos en continu. C'est que les sujets qu'on produit le lundi, le mardi, on en parle un peu moins, le mercredi encore un peu moins.
Et là, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le rapport du New York Times sur l'innovation. En fait, eux disent qu'effectivement, la démarche maintenant, c'est de dire que l'histoire autour d'une information, elle commence quand on clique sur publier, alors que dans les médias traditionnels, notamment la télé comme le print, elle se terminait quand on cliquait sur publier. Donc en fait, on essaye de leur expliquer ça. Et de la même façon que vous avez pour E89, on a aussi développé la dimension des régions, parce que c'était des gens qui étaient en demande. Donc on a des pages régions, on a des pages journalistes qui sont accessibles sur le site web. Et donc on peut retrouver leur fil Twitter, on peut retrouver tous les sujets que eux estiment être les temps forts de leur actualité à eux, que ce soit en région, que ce soit dans le domaine d'économie, dans le domaine justice, dans le domaine de la politique. Et ce qu'on fait avec ceux qui sont les plus matures d'entre eux, on leur dit, quand vous faites un papier, quand vous faites un sujet, on le signe en disant ce sujet est réalisé par un tel, avec un lien vers la page journaliste, avec un lien vers le compte Twitter, et donc la conversation, elle s'engage sur ce contenu spécifiquement, et d'une certaine manière, je dirais que c'est pas forcément une notion de contrat de travail, c'est véritablement de dire le contenu que vous produisez à un instant T, on a la possibilité de le mettre en ligne, il dure pendant un an, on peut générer de la longue traîne dessus, on peut le compléter à foison avec éventuellement des images de rush, avec la possibilité d'aller revoir la même personne qu'on a interrogée 6 mois plus tard, et avec la possibilité d'aller toucher des gens sur Twitter qui vont être experts sur ce sujet-là, et de compléter notre approche, parce que parfois c'est vrai que c'est le temps qu'on y passe, et parfois donne le sentiment que c'est superficiel, et nous en fait on a découpé cette information pour montrer que les gens y passent du temps dessus, et finalement c'est hyper je dirais pas novateur dans la démarche, mais je dirais que ça montre l'implication des journalistes pour la chaîne et pour les gens qui la regardent. Donc finalement, ils y adhèrent, alors pas tous avec le même niveau, mais en tous les cas, après ça fait tache d'huile, parce qu'on en a 10, 15, 20 qui vont le faire. Et une fois qu'ils l'auront bien fait, on a des gens qui vont venir nous voir en disant « Tiens, ça m'intéresserait sur tel sujet que je suis en train de faire faire un sujet long, faire un sujet exclu pour le web, etc. » Merci. Désolé, on va devoir arrêter. Et oui, il va falloir. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup.